Frédéric m'a mis devant, disons, une injonction contradictoire. Tout à fait. Il m'a dit, tu dois parler de ton papier, et en même temps, ça ne doit pas être plombant. Voilà. Alors, du coup, je vais éviter de parler de mon papier, de ne pas trop coller à mon papier. Mais j'ai décidé plutôt de proposer ma vision, enfin mon écoute aujourd'hui, attentive de tout ce qui s'est échangé. De revenir aussi sur le projet initial, et peut-être en écho aussi à ce que Bruno vient de dire, derrière ce bouquin, au fond, que sait-on du travail? On peut entendre ce titre de deux façons. Je pense que beaucoup dans la salle, vous l'avez entendu d'une première façon. Que sait-on du travail? C'est les universitaires qui débarquent et qui vont vous dire tout ce qu'on sait sur le travail. Voilà, on est les experts du travail et voilà ce que nous savons du travail, ce que la science sait du travail. Ça, c'est une première façon de voir, en disant, au fond, la réponse c'est dans les pages qui suivent, dans cette Bible. Interro demain. Ouais, c'est ça. Une autre façon d'entendre ce titre, c'est de se dire que, au fond, et c'était aussi ce qui était à l'origine de notre projet, il est fondamentalement nécessaire de se poser la question aujourd'hui. Et de maintenir cette question, de reposer cette question, alors qu'il y a de nombreuses forces économiques, politiques, de nombreux acteurs qui contribuent à refermer rapidement cette question, à esquiver cette question, à invisibiliser cette question. Alors, ces forces, ces acteurs, Jacques Fraissinet ce matin rappelé la puissance de cette doctrine fondamentale du patronat, je reprends ces termes, l'idée que le travail, son organisation, c'est l'affaire de l'employeur et de lui seul. Fin de la discussion. Une autre de ces forces a été aussi évoquée en début d'après-midi, c'est cette puissante segmentation, division des travailleurs, du monde du travail, division au regard des statuts d'emploi, des relations de sous-traitance, des conventions collectives, tout un ensemble de divisions qui ont pour partie liées qui sont pour partie liées à l'activité de travail, mais qui sont aussi construites selon d'autres logiques, et qui viennent, ces divisions, saper les possibilités d'action collective, et en même temps, elles tendent, ces divisions, à invisibiliser, à relativiser les problèmes du travail. Je devrais même dire, plutôt que ces divisions viennent saper les possibilités d'action syndicale, les possibilités d'action collective, parce que elles invisibilisent et elles relativisent les problèmes du travail. Je pourrais en dire long sur l'intérim, notamment, sur lequel nous avons, une partie de mon papier essaye de tirer un certain nombre de fils d'une enquête collective que nous avons pu réaliser. Et dans quelques mois paraîtra un bouquin qui s'appelle La condition intérimaire. C'était l'autopublicité dans cette phase de conclusion. La condition intérimaire qui paraît dans quelques mois. Alors comment lutter contre l'invisibilisation des enjeux, contre cet aveuglement, contre ce silence? On a vu qu'une première stratégie, ça peut être, une des stratégies possibles, peut-être l'alerte, la publicisation, le fait de rendre public un problème. Le problème, on l'a vu cet après-midi, des travailleurs dits essentiels. Finalement, cette catégorie, cette créativité cognitive, pour désigner une catégorie qui est relativement nouvelle, pour désigner un certain espace du monde du travail, c'est déjà une manière de lutter contre la segmentation du monde du travail. C'est-à-dire de rassembler dans une même catégorie tout un ensemble de situations que du point de vue de l'emploi, de la branche professionnelle, on penserait très éloignées les unes des autres, mais qui en même temps se rassemblent autour des mêmes conditions de travail, ou de la même qualité de l'emploi, comme ont pu le montrer, comme a pu l'évoquer Christine Herret tout à l'heure, avec aussi derrière cette alerte, cette publicisation, ce qui soutient cette capacité à porter, à lutter contre l'invisibilisation de ces enjeux de travail, c'est la quantification. Besoin aussi de donner à voir, de quantifier, d'objectiver la situation de ces travailleurs et de ces travailleuses. Un autre registre d'interpellation, et alors c'est là où je glisse un petit peu pour quelques secondes sur ma contribution à l'ouvrage, un autre registre d'interpellation, une autre façon de lutter contre l'invisibilisation de ces enjeux, c'est le registre sanitaire. De pointer aussi tout ce que ces transformations du travail et ces transformations du monde du travail font à la santé, et d'une certaine manière, en le prenant d'abord comme un enjeu de santé publique,
Et durant ces 20 dernières années, la santé au travail a pu paraître, est-ce qu'elle paraît encore, j'en doute un peu, mais elle a pu paraître comme un autre moyen de reformuler, de reposer la question du travail, de son organisation, des conditions de réalisation d'un travail de qualité. Et ça se perçoit en particulier à la façon dont ont évolué les catégories avec lesquelles on appréhende ces enjeux de santé, en partant de l'hygiène, sécurité, les conditions de travail, mais aussi depuis 20 ans tout un ensemble de nouvelles catégories. On a le harcèlement moral, 25 ans pour inclure le harcèlement moral, le stress, le burn-out, les risques psychosociaux, la QVCT, la QVT, j'évoque ainsi la discussion qui a eu lieu tout à l'heure. Toutes ces catégories ont fleuri avec des origines diverses, en désignant des choses très différentes, parfois des causes, parfois des conséquences. Et dans toute cette effervescence de ces 20 dernières années, il n'y a pas une seule catégorie qui s'est véritablement substituée à une autre, pas une seule de ces catégories qui ne s'est véritablement imposée définitivement comme une façon de reproblématiser le travail et l'organisation du travail. Alors cela dit sans doute beaucoup des difficultés à énoncer clairement ce qui fait problème dans le travail contemporain, et au-delà de l'énoncer clairement aussi de s'entendre clairement sur ce qui fait problème dans le travail contemporain. En tout cas, qu'il s'agisse des travailleurs essentiels ou des enjeux de santé au travail, dans un cas comme dans l'autre, on a aussi entendu aujourd'hui, en tout cas je vais parler peut-être à la première personne, j'ai aussi beaucoup entendu ces enjeux de diagnostic, le besoin déjà de poser un diagnostic, de s'entendre, d'affirmer, d'imposer aussi des catégories, ou d'être vigilant aussi sur les catégories avec les catégories que l'on utilise, pour percevoir, pour connaître, pour objectiver, pour quantifier ces sujets. Ces catégories avec lesquelles on appréhende les problèmes, ça a été dit aussi, sont des catégories qui d'une certaine manière sont performatives. Elles ont aussi des effets sociaux, elles ne sont pas de simples instruments de connaissance. Et de ce point de vue-là, pour revenir, je rembraye un petit peu sur ma contribution à l'ouvrage, les catégories que l'on emploie pour saisir ces enjeux de santé au travail, elles paraissent de plus en plus inadaptées, de plus en plus conventionnelles. Ces données de sinistralité, célèbre accident du travail, AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle, je laisse vite de côté les maladies professionnelles dont le caractère ultra conventionnel a été, maintenant est très clair, et qui passe complètement à côté aujourd'hui, quand on regarde les tableaux de maladies professionnelles, de ce qui est reconnu comme maladie professionnelle, passe complètement à côté de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, de tous les mots organisationnels, les mots du travail que l'on a évoqués, à commencer par les troubles psychiques. Mais même les accidents du travail, la manière dont on les compte, la manière dont on renseigne aussi, dont on communique autour de ces statistiques, donc on regarde l'indice de fréquence, le taux de fréquence, etc., renseigne très mal, alors peut-être quand même un indice d'une certaine dégradation, mais en tout cas renseigne assez mal aussi sur la réalité du travail contemporain. Donc des enjeux de diagnostic, de catégories, il en a été beaucoup question aujourd'hui. Et puis, pour revenir encore à la fois à la santé au travail et aux travailleurs essentiels, dans un cas comme dans l'autre, on peut constater la fragilisation des institutions du travail, il en a été davantage question cet après-midi, fragilisation des institutions du travail et de l'action syndicale, notamment c'est ce qu'a évoqué François-Xavier Bévéter tout à l'heure sur les travailleuses du nettoyage, mais la communication de Noélie, d'Anne et Héloïse aussi sur les branches professionnelles. Et je ne vais pas m'étendre du côté santé au travail sur le caractère pour le coup extrêmement sinistré de ce monde, avec la disparition des CHSCT, une inspection du travail qui est en réforme permanente depuis 20 ans, avec toujours beaucoup de difficultés concernant les moyens qui lui sont donnés,
et les services de prévention et de santé au travail, que l'on réforme régulièrement depuis plus de 20 ans désormais, mais pour les éloigner toujours un petit peu plus des situations de travail. Je le dis un peu rapidement, hein, mais quand il s'agit de rajouter des missions de santé publique, hein, la loi du 2 août 2021, on rajoute des missions de santé publique pour lutter contre des addictologies au travail. Bon, ben voilà, ça dit aussi à quel point ces acteurs sont extrêmement fragilisés dans leur capacité à aller interroger le travail et l'organisation du travail. Alors j'avais dit que je ne plomberais pas l'ambiance, hein, donc il faut que je trouve une porte de sortie. Alors il faut, voilà, bon, il a été aussi beaucoup question aujourd'hui d'organisation du travail. Voilà, et je l'ai déjà beaucoup évoqué quand on parle travail au fond et les difficultés, en fait l'enjeu qu'il y a derrière tout ce qui a pu être évoqué, et en particulier si je reviens aux travailleurs dits essentiels qui ont été évoqués cet après-midi, on a vu aussi la centralité de l'organisation du travail pour leurs conditions d'emploi et de travail. Et on a vu en même temps, et on a dit et répété aujourd'hui, que c'est extrêmement compliqué de traiter de l'organisation du travail. Il y a 50 ans, les années 70, le mouvement pour l'amélioration des conditions de travail, les grèves, les multiples grèves, les conflits du travail qui ont pu aussi porter cette question du travail et qui se sont aussi confrontés à cette époque-là au verrou. Alors je vais tourner dans un mot un peu différent de Jacques tout à l'heure, mais du verrou d'une certaine conception monarchique de l'entreprise, du pouvoir patronal, du pouvoir de l'employeur, de l'autorité de l'employeur dans l'entreprise. Alors, à l'issue de cette journée, est-ce qu'on peut se dire qu'on a vraiment évolué de ce point de vue depuis les lois Auroux? C'est pas certain, à vous entendre, les unes, les autres. En tout cas, cette question de ce dépassement d'une conception monarchique ou de cette doctrine fondamentale du patronat qui ferme le banc en quelque sorte, hein, qui ferme la discussion, cette question, elle n'a pas cessé d'être évoquée tout au long de la journée. Alors la question maintenant c'est que faire? Que faire? Alors certains ont évoqué voilà, ce fameux lien de subordination, d'où ma référence voilà, féministe. Bon, alors est-ce qu'on s'attaque au lien de subordination? D'autres ont évoqué des enjeux de distance au travail réel, pour intervenir, pour transformer le travail. On n'en a pas parlé, mais c'était au fond implicite, une forme d'aveuglement organisationnel. Parce que ce qui fait problème, ce n'est pas simplement que l'organisation du travail n'est pas négociable, c'est aussi que beaucoup de managers ne voient même pas où est le problème. Qu'il y a au fond aussi un problème, j'ai dit d'aveuglement, un problème de méconnaissance, d'ignorance du travail et des conditions dans lesquelles ils sont réalisés, y compris par ceux qui n'en sont pas si éloignés que ça. Bon, que l'on prenne le fil du lien de subordination ou de cette question de l'aveuglement organisationnel, on perçoit bien quand même qu'il y a un certain degré de subversion de l'ordre salarial qui est nécessaire. Bon. En même temps aussi, a beaucoup été affirmée la nécessité de conduire une démarche d'enquête, d'informer les situations par une connaissance. Et quand je dis ça, je ne parle pas simplement du discours des universitaires, j'ai aussi entendu vos prises de parole. Cette démarche d'enquête, elle est aussi du côté de l'enquête syndicale, de la capacité à conduire, à produire des connaissances sur le travail, sur les situations de travail, de porter et de construire ainsi une revendication du point de vue du travail réel. Je crois qu'on reprend à peu près les termes que vous avez employés. Annie Jolivet, ce matin aussi, a parlé de l'importance de la démarche réflexive, que finalement, ce qui est aussi important dans ces interventions, dans les interventions que vous pouvez mener, c'est aussi la capacité, au-delà de la transformation immédiate et matérielle des situations de travail, c'est le fait d'avoir, à un moment donné, posé la question du travail, d'avoir engagé
une dynamique de réflexion collective, une dynamique d'apprentissage qui elle-même peut participer aussi d'une certaine subversion de l'ordre salarial, même si elle reste dans un cadre limité, très localisé. Et puis enfin, toujours lié à cette question de la démarche d'enquête, de l'appui sur la connaissance du travail réel, Jérôme Gauthier vient d'évoquer aussi la capacité d'expertise syndicale sur le travail et les conditions de travail comme un élément qui participe des ressources des travailleurs, des travailleuses et de leurs représentants pour porter une transformation du travail et l'organisation du travail. Alors je vais terminer là-dessus. Que sait-on du travail? Au fond, ce titre, c'est pas pour clore la discussion, hein, c'est pas pour vous dire, une fois que vous aurez lu le bouquin, vous saurez tout, et on arrête d'en parler. C'est aussi pouvoir continuer de porter cette question au plus près des situations de travail, comme au plus haut niveau de décision. Et ça me semble, ça je crois nous semble, un enjeu syndical fondamental. Que savons-nous du travail? Je parle en votre nom, en quelque sorte. Qu'est-ce que les travailleurs savent du travail? Que savons-nous du travail? Et que savez-vous du travail? C'est une capacité aussi d'interpellation. Que savez-vous, vous, du travail, pour le concevoir, pour le diriger, pour l'organiser? Voilà, je m'arrête là-dessus.